Salut à tous! Salut! Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour un petit technotest des familles qui fait bien plaisir parce qu'on vous a trouvé, enfin, on nous a envoyé une machine qui méritait de vous la présenter. Elle a quelque chose de nouveau comme dans tous les technotests, quelque chose que vous n'avez pas forcément vu partout ailleurs et on va vous expliquer pourquoi. Il s'agit donc d'une imprimante 3D résine à technologie DLP. Alors ce qu'on voit d'habitude dans le commerce sur les imprimantes résine, c'est souvent du LCD. En professionnel, on va trouver du SLA. Et là, on a un entre-deux qui a l'air hyper intéressant sur technologie DLP, qui est donc un modèle Photon M2 de chez Anycubic. Et ça fait une petite semaine qu'on teste tout ça avec Baptiste et qu'on est franchement impressionné. Vous le savez, on l'a déjà dit, on va pas retrouver toutes les fois, on l'a dit dans les technotests précédents, mais de base, on déteste l'impression résine. C'est vraiment pas notre truc. Les slicers sont galères. On s'en fout partout. Ça schlingue, c'est toxique, c'est long. C'est collant. On peut pas se rendre compte que l'impression C'est cassant. Ouais, on peut pas se rendre compte que l'impression a foiré avant qu'on en soit à la moitié parce qu'il faut que la tête soit sortie. Bref. T'aimes pas la résine à ce point-là, Baptiste? Non, j'aime pas la résine à ce point-là. Bien que j'avoue que, il faut le dire, Anycubic nous a payé pour faire cette vidéo et qu'on a dit oui. Oui, c'est-à-dire qu'on est arrivé au point où il a fallu nous payer pour pouvoir tester l'imprimante résine. Oui, mais ils ont eu raison de le faire au final parce que c'est vrai que pour le coup, on l'a testé et on a dit ok, on va le faire parce que vraiment c'est cool. Ça ne devait pas être un technotest à la base, on devait juste en parler dans une vidéo et elle nous a suffisamment convaincus. On a trouvé que c'était une évolution suffisamment intéressante pour pouvoir vous la présenter dans une chronique technotest. Bon, cette intro était beaucoup trop longue, mais ce modèle est beaucoup trop bien. Il est temps de passer au déballage. On va pas faire puisqu'elle arrive directement comme ça dans le carton. Il y a rien à monter, elle est directement fonctionnelle. Enfin bon, l'imprimante, oui, elle arrive comme ça, mais elle est aussi avec son lot d'accessoires. Anycubic nous a envoyé leur nouvelle résine DLP Craftsman, donc qui est vraiment une résine avec de la poudre céramique dedans, donc qui permet d'avoir une résine très très mate. On va voir un petit peu le rendu qu'elle peut avoir sur les impressions. C'est très logique, et très aussi, joli. Qu'est-ce que nous donne Anycubic dans son carton avec l'imprimante pour pouvoir s'occuper des premières impressions? On va avoir un manuel qui était assez clair, assez précis, en anglais et en chinois. On va voir ici un petit papier qui va permettre de faire le premier leveling, ça on vous en parlera un petit peu plus tard. Et on va avoir une raclette en plastique, donc qui va permettre d'éviter d'abîmer les parties métalliques, même si on a déjà abîmé les parties métalliques. Ouais, on va pas trop abîmer la partie métallique. Justement, la raclette en métal, des gants, un masque à FFP1, une clé USB et enfin un lot de clés pour permettre les diverses manipulations, manutention, maintenance sur la machine. Et enfin, on va avoir des petits filtres comme ça en papier avec une petite maille en plastique ou en métal qui va nous permettre, lorsqu'on aura fini l'impression, de filtrer directement la résine et la remettre dans le bidon. Donc il va falloir lancer les premières impressions et suivre le guide. On l'a déjà fait avec Baptiste, mais on vous montre tout ça quand même tout de suite. Et donc la première chose qu'on peut dire, c'est que c'était simple, mais surtout qu'elle est hyper silencieuse. Là, elle est allumée. Et on n'entend rien, même pas de la ventilation. Exactement. Et la plupart du temps, comme beaucoup de constructeurs considèrent que l'axe Z ne va se lever que quelques fois toutes les X secondes, souvent c'est le reste des axes qui est placé sur un contrôleur moteur silencieux et pas l'axe Z. Là, ce qu'a fait Anycubic, c'est que de toute façon, il n'y a qu'un seul axe. Ils l'ont mis avec des contrôleurs silencieux et du coup, ça s'entend très très peu lors de la calibration. Bon, comme d'habitude, on peut quand même vous faire un petit point critique, un petit retour critique sur l'aspect général de l'imprimante. Premier bon point, elle est déjà prête, elle est facile à prendre en main et elle utilise vraiment, somme toute, j'ai envie de dire une technologie rudimentaire. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Ethernet, il n'y a pas de système de leveling, c'est un plateau, on met les doigts dessus, on le serre parce que c'est droit, et basta. On a un bloc d'alimentation qui est externe, qui est en 12 volts 4 ampères, donc 48 volts, et c'est tout. Il n'y a pas de gros câbles, il n'y a pas de gros blocs. C'est vraiment simple. Mais ils auraient pu faire un mini effort sur deux points très spécifiques. Le premier qui nous a tout de suite sauté à l'œil avec Baptiste, aux yeux, exactement, à l'œil. Bonjour, je suis Artus Poulain, je suis bord. Non, mais c'est vrai que tu dis à l'œil, mais c'est vrai quand tu as une imprimante qui coûte les yeux du cul, tu veux pas un écran comme ça. Voilà, puis c'est surtout la première chose qu'on voit, c'est-à-dire que c'est un tout petit écran résistif, donc les anciens
ancienne technologie et qui est surtout en plus avec un OS qui est de qualité médiocre. Je veux dire, c'est des gros boutons bleus, quoi. Oui, Alors, c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est médiocre parce que ça plante pas. Il y a un bouton pour une fonction. Voilà. Maintenant, ça s'accorde avec toute la technologie de ces imprimantes-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 000 choses à faire. Il n'y a pas besoin de chauffer le plateau, il n'y a pas besoin de chauffer la tête, il n'y a pas besoin de vérifier les températures, il n'y a pas besoin de lancer de calibration sur tel axe, etc. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc c'est vrai qu'en gros, on n'a besoin que de gros boutons qui permettent de lancer l'impression et bouger l'axe Z. Mais, comme le dit Baptiste, à ce prix-là, c'est peut-être un petit peu dommage, surtout que ça s'accompagne. Alors là, je trouve ça vraiment dommage parce que je voyais que ça généralisait sur d'autres imprimantes, c'est qu'on n'a pas de rotule pour la fixation du plateau. C'est pas grave, mais par contre, il y a vraiment une chose qui va être primordiale pour le coup, c'est que vu qu'on pardonne ça et qu'on se dit d'accord, il y a une logique derrière, on met le moins d'artifice possible pour que ça coûte le moins cher possible, mais elle va quand même coûter cher, et ben ça veut dire qu'elle a forcément une qualité de ouf. Il faut que la qualité des impressions soit incroyable, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, vous n'aurez aucun intérêt à acheter une imprimante comme ça. Donc là, la première des choses à faire, c'est enfin de lancer les premières impressions, celle qui est présente sur la clé USB. Donc là maintenant, on met la résine dans le bac et on voit ce que ça donne. C'est parti. Le résultat est incroyable. Franchement, c'est un niveau que vous n'atteindrez jamais, même de très très loin, avec une imprimante FDM. Et en fait, la raison de ça, elle est extrêmement simple. Eh bien, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la technologie DLP. En réalité, vous avez une résine qui est sensible aux UV dans une certaine longueur d'onde, et cette résine-là, on va pouvoir la polymériser. Alors, vulgairement, la sécher, mais c'est pas le bon terme, c'est la polymériser, couche par couche, sur la taille et la forme de surface qu'on veut lui donner. Donc le plateau vient se mettre dans le bac qui est rempli de résine. Sous ce bac se situe un film plastique, un film de FEP, qui est plaqué contre un écran ou une vitre. Jusqu'à présent, les imprimantes qu'on a testées avec Baptiste en résine, c'était un simple écran LCD. Les premières imprimantes résine, elles étaient sur des écrans 1080p et les dernières montent sur des écrans 8K. En réalité, le problème de cette technologie LCD, c'est qu'elle va consommer beaucoup d'énergie et qu'elle va aussi dégager beaucoup de chaleur. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire passer la lumière UV au travers du panneau LCD, il va falloir un gros projecteur de lumière qui viendra se situer en dessous. Ensuite, on aura les pixels de l'écran qui viendront s'obstruer ou non et qui laisseront passer ou non la lumière UV qui viendra à son tour sécher la résine sur le plateau. Polymériser plus exactement, comme le dit Baptiste, sur le plateau. Ensuite, on a la technologie SLA. Donc ça, c'est la technologie très chère. Ça, c'est entre guillemets la vraie technologie pour l'impression résine. De stéréolithographie. Oui, monsieur. Et donc, ce qui va se passer avec le SLA, c'est qu'on va avoir un laser très puissant qui va être redirigé par des miroirs, qui va dessiner donc un motif sur la résine, qui viendra donc se polymériser, donc durcir, et donc on aura notre pièce au final. Mais moi, je trouve que la technologie DLP, elle est encore plus folle que ce petit miroir qui vient déplacer un laser, puisque là, ce qu'on va avoir, c'est vraiment un vidéoprojecteur UV qui vient projeter son image sur le bac de résine en une seule fois. Si vous avez un vidéoprojecteur classique, eh bien, c'est probablement la même technologie que ce qui est embarqué là-dedans, sauf que lui, il fait des rayons ultraviolets. Il est réglé sur le mode ultraviolet, on va dire. Je fais ça super vulgairement. Et le DLP, c'est développé et breveté par Texas Instruments. Et on l'a ici juste en haut à gauche de l'imprimante. On voit bien DLP, plus Texas Instruments. Et cette technologie-là, elle est incroyable parce que c'est quand même fou de se dire qu'en fait, c'est des millions de micro-miroirs qui vont diriger la lumière sur une petite puce qui fait même pas la taille d'une pièce de 1 euro. 51 microns. Mais c'est surtout une technologie qui va permettre, pour les impressions résine, d'endiguer plein de problèmes liés aux écrans LCD et qui sera aussi moins coûteuse que les technologies SLA. Donc pour vous la faire courte, on va parler de la technologie résine avec un écran LCD. Il y a deux grosses problématiques selon nous. C'est que la première, si vous descendez en 8K, si vous avez l'argument marketing, waouh, c'est un écran 8K qui fait 7200 pixels par machin, pour avoir des impressions très fines. La première chose, c'est que vous allez avoir des pixels qui sont tellement fins, tellement petits, que quand on envoie une impulsion électrique pour l'ouvrir, on va aussi ouvrir celui d'à côté. Ou du moins l'ouvrir à moitié. Et ça, bah, c'est pas possible puisque forcément, si vous ouvrez le pixel d'à côté,
eh bien vous avez une image qui est beaucoup moins bien définie et vous allez vous retrouver avec un petit flou sur les bords. Et en plus, comme on vous l'a dit, il y a en dessous de cette dalle LCD un énorme projecteur UV. Et donc la lumière est tellement puissante que même si tous les cristaux, eh bien, ils sont noircis pour ne pas laisser passer de lumière, si on n'en allume qu'un, on va forcément avoir pareil un effet de flou autour de ce pixel-là. Donc on ne va pas totalement atteindre la résolution 8K, on va avoir quelque chose d'entre deux, bon, suivant la qualité du panneau, suivant etc. la puissance, la durée de séchage que vous allez mettre sur les couches que vous allez polymériser, etc. Bref, c'est pas du tout fiable. Alors que là, vous avez un projecteur, une lentille, un miroir, et chaque pixel projeté en UV correspond à un pixel imprimé et séché et polymérisé sur la résine. Donc ça veut dire que même si on n'est pas en 8K et qu'on est en 2K, regarde-moi ça, bordel, j'ai envie de dire bordel de merde. Hyper, comment dire, c'est comme si c'était contrasté à l'œil, quoi. Mais oui. On ne voit C'est absolument net. aucune, voilà, c'est net, on ne voit aucune couche, il n'y a pas de défaut, quoi. C'est vraiment impeccable. C'est la première fois que je suis convaincu par une impression résine parce que à l'impression, c'est parti tout de suite, on en a fait 2, il n'y avait aucun problème. Ce qui est déjà un exploit, parce que toutes les imprimantes résine qu'on a testées avant, ça ne marchait pas du premier coup. Donc là, bon point, ça fonctionne du premier coup, mais c'est le fichier qui est présent à l'origine dans la clé USB, optimisé pour l'imprimante, par Anycubic, etc. Donc maintenant, il va peut-être falloir voir un petit peu ce que ça donne, comme toujours, avec nos fichiers, notre propre tranchage sur cette imprimante. Donc il est temps de vous faire découvrir le slicer développé par Anycubic pour ce modèle et de slicer nos propres modèles. Et comme d'habitude, on va commencer par un petit benchmark pour voir les capacités et ensuite on imprimera des figurines pour voir jusqu'où on peut aller avec cette machine. C'est parti. Alors comme toujours avec Baptiste, on se contente de ne tester que ce que propose ou ce que conseille de faire le constructeur. Et en l'occurrence, sur la clé USB, il propose le trancheur Anycubic Photon Workshop en version 2.2.16 et on a la possibilité de le mettre à jour directement depuis l'application, ce qui est plutôt appréciable pour être sûr qu'on est bien sur la dernière version. Alors il faut bien comprendre que ce type de trancheur, ce logiciel-là, il est bien différent de ce qu'on peut avoir sur Prusa Slicer en temps normal, puisque Prusa Slicer permet maintenant aussi de faire de l'impression résine. Je m'explique. En réalité, là, ce qu'on va avoir sur ce type de logiciel, c'est pas du tout un fichier G-code classique. Ça va être un fichier, en l'occurrence pour la Anycubic Photon, un fichier DL2P qui va à la fois comporter un fichier G-code, qui va donc par exemple comporter les levées de l'axe Z pour les diverses couches, mais aussi le temps de polymérisation, donc le temps que le projecteur DLP doit être allumé pour polymériser la résine. Donc ça va être dans le fichier G-code. Mais on va bien avoir besoin d'une image, une image en noir et blanc, qui va être projetée pour pouvoir choisir les zones qui vont être polymérisées ou non. Donc ce fichier-là permet d'avoir les images et le fichier G-code. Et puis il faut se dire quand même que c'est un système de tranchage qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les imprimantes type Ender 3 classique. Parce que là, par exemple, normalement, ce qu'on va avoir, c'est un dépôt de plastique qui va du bas de la pièce vers le haut, dans un sens qui nous paraît assez logique. Alors que là, dans le cas de l'impression résine, on va avoir tout le plateau qui va être positionné à l'envers dans de la résine et on va sécher couche par couche de manière instantanée la résine et ça va se lever petit à petit. Ce qui fait que ce bain de résine-là, il va nous obliger à créer des pièces, à penser les pièces de manière différente. Par exemple, il va falloir éviter qu'on ait des cavités dans la pièce qui pourraient enfermer de la résine liquide. Si par exemple, je viens créer une boule, eh ben, ce qu'on veut, c'est éviter que la boule elle soit creuse sans qu'il y ait de possibilité, lorsque l'impression sera terminée, que la résine puisse s'écouler et qu'elle puisse sortir de l'intérieur. Ou alors, il faudrait une pièce qui soit pleine, mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on aurait des énormes tranches de résine polymérisée, ce qui serait à la fois plus compliqué et plus difficile à mettre en place qu'un simple contour de 1 ou 2 mm pour créer une sphère. Donc première des choses, il faut que les pièces elles soient creuses et qu'elles aient des canaux qui leur permettent de se vider de résine. Et puis aussi, il va falloir vraiment penser l'orientation de la pièce pour être sûr que tous les supports n'obstruent pas les parties importantes, mais aussi qu'on en ait le moins possible et surtout qu'aucune partie ne se situe dans le vide sans qu'elle ait un support pour le tenir. Parce que si on a le moindre petit pixel qui va se retrouver dans le vide sur l'écran, sur le film plastique, et ben lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester là. Il va rester collé au fond du bac,
il va y avoir d'autres images en UV qui vont s'afficher et il n'y a aucun moyen que ça puisse être décollé, que ça puisse être ramené vers le plateau, se recoller à la pièce. Et donc, si c'est une partie qui doit s'agrandir au fur et à mesure du tranchage, on va se retrouver avec une pièce qui sera inexploitable et dont le tranchage sera raté. Donc, on va vous montrer très rapidement avec un insecte ce que ça donne sur le logiciel. Voilà, juste ici, on a un insecte. Il faut bien imaginer qu'en fait, l'insecte, il est tout petit, hein, puisque là, le plateau, il est agrandi, mais en réalité, c'est un insecte à peu près à taille réelle. Et donc là, par exemple, quand on va le trancher, on voit que c'est une pièce qui est pleine. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer seulement un contour, une coquille. Et pour ça, Anycubic Photon Workshop nous permet de le faire en cliquant juste ici, et on va pouvoir définir quelle va être l'épaisseur de coque. Donc ici, par exemple, ça va être une coquille avec un bord de 1,2 mm. Et lorsqu'on vient cliquer sur OK, le logiciel est assez rapide, et on va tout de suite voir sur la pièce qu'on a une partie qui est rouge, donc c'est la partie creuse, une partie qui est grise, donc c'est le contour, et la partie bleue, c'est la partie extérieure. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, maintenant qu'on a fait ça, on va se retrouver forcément avec de la résine liquide enfermée à l'intérieur. Donc il va falloir créer des trous, et là, le logiciel nous permet aussi de le faire, et là on peut choisir où est-ce qu'on doit placer le trou. Donc par exemple, on va mettre un trou en dessous, juste ici, voilà, il est fait, et on va mettre un trou ici au niveau de la tête. Et donc maintenant, on voit bien que là, le trou communique avec l'intérieur. Et donc on a les cavités qui correspondent et dans lesquelles la résine peut s'écouler par les trous situés juste là et en dessous. Donc là, je vous ai fait ça de manière très grossière. Normalement, ça doit être pensé en amont de la pièce ou alors il faut le faire un petit peu mieux pour éviter de se retrouver avec un trou en plein milieu de la tête de votre insecte que vous voulez imprimer en résine. Maintenant, on va dans l'onglet Support et ce qu'on va faire, c'est que, comme toujours, on va tester les paramètres d'origine prévus par le logiciel. Donc je vais juste créer les supports. Et voici un petit peu qu'est-ce que nous propose le logiciel. Le fichier, on le met sur la clé USB. Et là, vous allez voir, le logiciel nous permet de voir les images qui sont enregistrées dans le fichier. Et donc, on va voir chaque tranche de notre pièce. Donc là, tous les supports, c'est les petits points. On voit ici, par exemple, le bout des pattes. Et on peut vraiment voir tout ce qui va être exposé à la lumière UV. C'est des parties en blanc. On met ça dans l'imprimante. Bon, les amis, cette pièce est vraiment très impressionnante. Il faut le dire clairement, c'est largement au-dessus de tout, exactement ce qu'on avait pu constater avec la pièce d'origine qui était fournie de base et qui était déjà pré-slicée pour l'imprimante. Même avec nos réglages à nous, avec notre façon de faire et le slicer d'Anycubic, eh bien, on arrive à avoir des pièces qui sont d'une qualité, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment en sortie d'usine. On dirait que c'est un plastique qui a été moulé, c'est vraiment impeccable. On a ces toutes petites antennes qui font moins d'1 millimètre d'épaisseur qui sont là, qui sont même carrément dessinées, c'est-à-dire qu'elles ont un motif qui est dessus. C'est très impressionnant. Par contre, on aura toujours ce défaut qu'on aura sur toutes les impressions résine. Et ça, ça fait partie des choses que vous devez voir à l'achat entre une imprimante FDM ou une imprimante résine, c'est que on a des supports qui sont très visibles. Et donc, on a tous ces petits points-là qui vont apparaître sous l'insecte. Alors, c'est à vous de savoir si vous pouvez les masquer, les mettre dans des endroits qui seront moins gênants. Mais on peut quand même reconnaître que ça a énormément évolué depuis la dernière fois qu'on a testé les imprimantes résine avec Artus, il y a 4 ou 5 ans. C'est beaucoup plus facile à décrocher et ça laisse des marques beaucoup moins importantes, tout en étant des mécanismes d'accroche véritablement intéressants et fiables. C'est très solide, c'est vraiment, ça claque, c'est un plastique qui est rigide, qui est dur, mais par contre, c'est suffisamment flexible pour que les zones qui sont assez fines soient justement flexibles et ne cassent pas. C'est un résultat qui est plus qu'intéressant. Jusque-là, je suis hyper convaincu. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'avec Artus, on relance pendant les prochains jours, les prochaines heures, quelques impressions et surtout, un bench, parce que vous le savez, nous on a toujours notre petit 3D test, printing test. On va essayer de trouver la version équivalente en SLA pour voir si on a du décalage de couches, de la finesse d'impression, etc. C'est parti, j'ai hâte de voir ça parce que moi elle me chauffe bien là, cette imprimante. Je suis plutôt content là. C'est parti.
pas croire que parce qu'on vous a pas présenté des imprimantes résine ces dernières années, ça veut dire qu'on n'en a pas utilisé avec BAT. Non, ça veut dire que comme on vous l'a dit en début de vidéo, c'est un procédé qui ne nous intéressait pas. À chaque fois qu'on a voulu tenter et retenter l'expérience, on était déçus, ça demandait trop de temps dans le flux de travail qu'on a à l'atelier parce qu'il faut nettoyer les pièces, il faut ensuite les sécher aux UV, etc. Et le premier problème qui arrivait avec tout ça, c'était l'imprimante en elle-même. On n'était jamais satisfait de pouvoir lancer une impression comme ça. On avait des problèmes au niveau de la gestion des supports, etc. Et là, on a un combo qui nous a permis d'imprimer tout ça du premier coup sans problème et en étant hyper content, hyper bluffé du résultat final pour carrément vous dire on va garder cette imprimante. Vraiment. Vous allez la revoir sur la chaîne. Il y a certainement des projets qui vont nécessiter l'usage de la Anycubic Photon D2 parce que vraiment, on est convaincu. Voilà. Ça, c'est un fichier Aquaman. C'est une statue qui fait près de 200 mégaoctets. Et quand on vient zoomer sur la pièce, on voit tout de suite que c'est bourré de détails. On a tout le motif, tout le relief du tissu au niveau de ses jambes. On va vraiment avoir un costume de super-héros qui est hyper détaillé et dont on a perdu absolument aucun des détails au résultat final. Non mais vraiment, je vous le dis, c'est-à-dire que si vous l'avez comme ça, vous dites « Waouh, c'est super ». Et quand vous commencez à vous concentrer, que vous regardez par exemple les épaulettes, vous réalisez qu'en fait le métal, alors je sais pas si c'est du métal ou du cuir, mais c'est martelé. La texture. Et on voit la texture martelée alors qu'elle est censée s'imprimer à beaucoup plus grande taille. Et nous, on l'a réduite, donc on a réduit les détails. C'est tellement fin qu'on ne le voit pas tout de suite, tout ça. Il faut s'avancer, mettre une loupe et faire « Waouh, c'est fou ». Je sais pas si vous vous rendez... Voilà. Rendez-vous compte à quel point cette pièce-là, normalement, elle peut s'imprimer, elle peut faire la taille d'Artus et moi, tellement elle est détaillée. On avait déjà eu ce sentiment avec les pièces de test. Le Joker, il y a tous les plis des tissus, chaque cheveu, toutes les rides, la pupille des yeux, la pomme d'Adam, il y a absolument tout. C'est une merveille de détails. Alors, il faut que vous sachiez qu'on a décidé, dans le cadre du SLA, ce qu'on ne fait pas sur les imprimantes FDM, d'imprimer la pièce de test avec les autres objets sur le plateau. Et on a imprimé la pièce de bench avec l'énorme base de la tour de Pi. Ce qui veut donc dire que ici, on vous rappelle le principe de la résine, on va avoir une grande partie séchée aux UV qui va devoir se décoller du verre, du film plastique au fond du bac pour pouvoir rester sur le support. Et ce décollage-là, il vient forcément induire une force au niveau du moteur, au niveau de l'axe. Et donc, se répercuter sur cette pièce-là, et c'est ce qui s'est passé, les amis. C'est pas magique non plus, c'est pas anormal, mais vous allez voir que sur les premières couches du bench, on va avoir un décalage de Z. Mais c'est très intéressant et c'est parfaitement normal. Ce qui est intéressant, c'est de voir si l'impression continue dans des bonnes conditions. Si on a un décalage parce qu'on a été trop loin dans les retranchements de l'imprimante et tout, c'est pas un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est versatile, est-ce que ça continue dans de bonnes conditions d'impression? Et c'est totalement le cas. Et là, on rejoint un petit peu ce que je vous disais dans le bureau tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut avoir une gestion intelligente des supports. Lorsque vous avez des grandes bases comme ça à imprimer, et c'est ce qu'on a fait par exemple sur l'Aquaman, il ne faut pas hésiter à incliner l'impression, la surélever un petit peu pour être sûr qu'on va avoir une base qui va être carrément cramée. C'est vraiment, on va mettre des temps d'exposition énormes pour être sûr qu'on va avoir une bonne attache sur le plateau et que ensuite, au travers des supports, on pourra délicatement supporter la pièce pour être sûr qu'elle puisse se décoller correctement du plateau. Et puis au passage, on imprime 10 fois plus vite parce que ce qui fait la vitesse d'impression sur une résine, c'est uniquement la hauteur. Donc là, ça fait 10 cm de haut, là, ça fait plus que 5 cm de haut. Et donc forcément, ça va 2 fois plus vite. Ça va 2 fois plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, Artus? Parce que je sais que tu as des choses à dire sur cette petite pièce. On a vraiment des verres de lunettes qui sont extrêmement fins puisqu'on voit carrément la transparence de la lumière au travers. Et puis par exemple, juste ici, au niveau des tours, on va vraiment avoir les tours qui vont jusqu'à la pointe, qui sont extrêmement fines. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Si vous regardez ici un petit peu le motif nid d'abeille, en dehors du problème sur les premières couches parce qu'on a eu le décalage d'axe, eh ben, c'est incroyable, c'est extrêmement fin. On a absolument tous les motifs. Dites-vous que cette pièce-là est plus petite que mon pouce en largeur. Donc ça vous donne une idée de ce que vous allez voir en géant sur votre écran de smartphone ou sur votre écran de télé, qui fait en fait la taille d'un ongle. Voilà. Cette imprimante, elle nous a vraiment convaincus. Alors avant de conclure, on voulait vous préciser qu'au niveau des supports, on ne s'est pas attardé avec Baptiste à essayer de gommer tous les défauts ou faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Mais ça, c'est un problème qui est de toute façon inhérent à toutes les imprimantes résine. Et surtout, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que lorsque vous allez devoir imprimer avec des supports sur une imprimante FDM, vous allez avoir les traces de ces supports. On va voir par exemple qu'il peut y avoir des gros effets d'escalier. Là, c'est parce que comme les modèles sont très précis, c'est hyper surprenant de voir des petits points derrière. Mais si on réfléchit bien, c'est quand même beaucoup moins proéminent
que des supports qui peuvent être générés sur ce type de pièce-là avec une imprimante FDM. Donc c'était juste pour vous dire ça, que c'était quand même un truc à prendre en considération. On voit les supports, c'est pas forcément très grave, et surtout on peut les gommer en ponçant, etc. les pièces. Bon, je pense qu'on en a dit beaucoup, il est temps de passer à la conclusion. Est-ce qu'on achète ou on n'achète pas cette imprimante? Est-ce qu'on vous la recommande ou est-ce qu'on vous la recommande pas? Ça va être rapide. Hein. Let's go. Est-ce qu'on vous conseille d'acheter cette Anycubic Photon D2, Baptiste? Si vous avez besoin d'une imprimante pour faire du modélisme, des choses hyper précises, vraiment du détail, oui, évidemment. Par rapport à son prix, c'est celle qui offre le plus de prestations de qualité. Voilà, on a réussi à faire des impressions qui nous plaisent, qui fonctionnent, de bonne qualité. D'une qualité absolument remarquable. On n'est jamais arrivé à ce niveau de qualité. C'est vrai. Et en plus, on vous disait qu'en dehors de l'imprimante, il y avait aussi tout ce qui était la gestion des pièces après qu'il fallait nettoyer, etc. Maintenant, il y a des systèmes qui permettent de simplifier tout ça et qui permettent vraiment d'avoir un workflow de résine qui est, à notre sens, vraiment intéressant si vous avez besoin de modèles très précis comme cela. Et oui, parce que vous l'avez peut-être vu dans les quelques plans qu'on a tournés pour pouvoir nettoyer le plateau, etc. On n'avait pas encore reçu le système Wash and Cure d'Anycubic, donc on n'a pas pu vous le présenter. Là, c'était trop tard, il est arrivé le jour du tournage. Mais c'est, j'ai envie de dire, presque essentiel et super pratique pour tout ce qui est résine, en fait. Grosso modo, toutes les étapes que vous avez vues quand on a lancé les impressions, qu'on les a nettoyées dans le bain d'alcool, qu'on les a rincées, qu'on les a remises ensuite dans la résine UV, etc. Ça fait tout en un seul bloc. Vous prenez votre bac, vous le mettez dedans, ça fait tourner l'alcool, vous retirez le système, vous le mettez juste derrière, ça vous lance un système de rotation avec des LED UV et donc vous récupérez votre pièce sans vous en foutre partout sur les mains et toute nettoyée, toute propre, prête à être utilisée. Et c'est super simple, hein. Il y a 3 boutons, rinçage, séchage UV et on-off. À notre sens, c'est essentiel pour avoir un bon kit de démarrage d'impression résine, puisque là, avec ça, vous avez vraiment la tranquillité, la sérénité pour vous lancer dans la création de modèles extrêmement précis, extrêmement détaillés. Oui, c'est clairement un budget, mais c'est ça que nous, on vous conseillerait en notre âme et conscience, j'ai envie de vous dire. Et enfin, comme pour tous les technotests, on vous définit clairement les conditions du test. Donc la machine, le système Wash and Cure et la résine nous ont été envoyés par Anycubic et de surcroît, la vidéo a été financée par eux. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et enfin, ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec Baptiste, là, c'est notre première vidéo de la rentrée, donc première vidéo qu'on tourne depuis septembre. Et on vous prévient, il va se passer vraiment, mais alors vraiment beaucoup de choses d'ici quelques semaines, j'ai envie de dire. Oui, mais de toute façon, à partir de la semaine prochaine, les gens seront au courant. Et on va annoncer des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des best-of, des technotests et des tests d'outils à foison depuis quelques semaines, quelques mois? Oui. Est-ce qu'il y a une raison? Oui. Rassurez-vous, tout va bien. On a hâte de vous annoncer tout ça. Non, ça va pas du tout. On est très en retard, il faut qu'on se dépêche. Ouais, mais il faut voir les choses du bon côté. On vous annonce tout ça très bientôt. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous aime, ouais. On vous embrasse. Like, abo, partage, comme toujours, le petit commentaire qui fait plaisir. On se retrouve sur TikTok, très important, on fait des millions de vues sur TikTok. TikTok, le mec pousse TikTok alors qu'on a TikTok depuis un an, qu'on fait des millions de vues dessus, il en parle maintenant, il décide. Bah écoute, moi j'aime bien comme ça d'avertir. C'est vrai qu'on va finir par être plus des influenceurs TikTok que des influenceurs YouTube. C'est déjà le cas, on n'a pas fait une seule fois le million de vues sur YouTube et on l'a fait 3 fois sur TikTok, de plus de 2 millions. À la prochaine, ciao.